Comment mettre fin à l'insécurité qui bat son plein dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est donc à cette question que nous allons essayer de répondre dans ce nouveau numéro de l'invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je reçois pour vous Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du Parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation surtout. Merci. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, comment se porte actuellement le Parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Muzito? Merci beaucoup. Je crois que vous êtes sans ignorer que le Nouvel Élan est un jeune parti politique. Sur le plan de droit, nous existons depuis plus ou moins 3 ans. Mais sur le plan de l'existence ou de l'effectivité sur terrain, nous avons démontré que nous avons de grandes ambitions parce que aujourd'hui, si vous parcourez les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes bien représentés et au-delà des provinces, nous entrons dans différents territoires pour confirmer justement l'ambition que nous avons d'être un parti national avec un grand projet. Et partant de cela, je peux ici vous confirmer que le parti se porte très bien. Nous nous préparons pour les élections générales de 2023 où nous allons nous mesurer avec d'autres parce qu'il faut rappeler que le parti Nouvel Élan n'a pas encore goûté au jeu électoral. Et en 2023, ça sera une première pour nous et j'ose croire que nous allons démontrer de quoi nous sommes capables en commençant par rafler les sièges au niveau provincial, au niveau de la députation nationale, mais également au niveau de la présidentielle. Nous allons devoir nous fixer selon que nous aurons un candidat à la présidentielle. Et les partis existent depuis combien d'années déjà? C'est depuis 2019 que nous existons. Nous avons été reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur comme parti politique existant sur l'étendue du territoire national. Donc je peux ici vous dire que nous existons depuis plus ou moins 3 ans. Et est-ce que vous êtes étendu déjà à travers la République démocratique du Congo? C'est comme je l'ai dit, nous sommes partout, dans toutes les 26 provinces. Et ici, quelle province exactement en dehors de Kinshasa? Nous sommes par exemple dans la province de la Mongala. À Bumba, nous avons un siège propre construit avec le fonds de nos militantes et militants. Nous sommes à Lissala, nous sommes à Guémena, précisément dans la province du sud Ubangi à Guémena. Nous sommes au nord Kivu, un peu partout. Nous sommes à Beni, nous sommes à Butembo, nous sommes partout où je vous cite. C'est là où nous ne sommes pas seulement implantés en tant que parti politique avec des bases, avec des militants, mais aussi nous avions construit nos sièges propres, comme je l'ai dit, avec les contributions de nos militantes et militants. L'argent que je perçois en termes d'achat des cartes des membres, en termes de cotisation de militants et militantes, et même nos partenaires, nos camarades au niveau de la diaspora, nous avions levé l'option ensemble avec l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Muzito, de les concentrer pour nous procurer nos sièges propres. Et c'est ce que nous avions fait sur toute l'étendue de la République, dans toutes les provinces, comme je l'ai dit. Nous avions construit nos sièges propres où siègent nos responsables au niveau local, c'est-à-dire au niveau des entités des bases, provinces et territoires. Alors, vous êtes justement secrétaire général du parti. Vous représentez donc le parti. À combien est évalué le nombre des militants aujourd'hui? Aujourd'hui, il est très difficile pour moi. C'est vrai que lorsque j'arrive comme secrétaire général, il y a de cela près de 2 ans, je trouve un parti qui n'était pas implanté sur toute l'étendue. C'est là que nous venions à peine d'être reconnus comme parti œuvrant juridiquement en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, je peux vous confirmer que nous avons de milliers et des milliers parce que s'il faut s'en tenir seulement au simple fait que nous sommes représentés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec plus de 100 millions de Congolais, je peux vous dire qu'on est au-delà des 100 000, mais ici, j'aurais du mal à vous donner les chiffres exacts, d'autant plus que nous n'avions pas encore prévu toutes ces données. Les états-majors, les bases sont en train de se préparer par rapport à ça, justement, puisque nous tendons vers les élections et les statistiques devront être livrées et présentées au niveau du secrétariat général pour me faire une idée claire et nette de ce que nous avons en termes d'adhérents. Mais je peux ici vous confirmer que nous sommes un parti de masse et il est très difficile à ce stade de vous donner
donner les chiffres exacts. Alors, il y a une actualité qui a fait le tour de la toile, c'est la participation de Nouvel Élan aux activités justement du Bloc patriotique. Semble-t-il que vous ne faites plus partie intégrante du Bloc patriotique. Qu'en est-il exactement ? Le Nouvel Élan est un parti membre de la coalition Lamouka, puisque, comme vous le savez, après les élections de 2018, notre candidat et nos candidats au niveau de la députation nationale avaient gagné, mais malheureusement, les ennemis de la démocratie avaient décidé autrement. Ce qui fait qu'en avril 2019, les leaders de la coalition Lamouka avaient opté pour l'option de la résistance pacifique au niveau de la plateforme qui hier était électorale et dorénavant. Est-ce que Nouvel Élan fait partie du Bloc patriotique ou non? Pas du tout. Pas du tout. Nous ne faisons pas partie du Bloc patriotique parce que justement, nous estimons que ces blocs monolithiques est composé de toute tendance, c'est-à-dire ceux-là qui avaient combattu. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la démarche du Bloc patriotique? Nous ne reprochons pas à la démarche du Bloc patriotique, mais nous reprochons la composition de ces blocs patriotiques. Premièrement, pour nous, nous estimons que les blocs patriotiques auraient pu être une structure circonstancielle ou circonstancieux pour un objectif bien précis et se mettre à l'écart. Mais lorsque ça prend des allures d'une plateforme, d'un regroupement avec objectif de poursuivre les actions, et là, nous remarquons qu'à l'intérieur, ces blocs est composé de ceux qui sont, en tout cas, ceux qui se sont battus contre la vérité des urnes hier. Donc, si je comprends bien, votre démarche, c'est que vous voulez qu'on définisse très exactement les objectifs du Bloc patriotique. D'abord, nous ne pouvons pas, premièrement parce que nous sommes déjà membres d'une coalition politique, je citais Lamouka. Mais maintenant, s'il faut parler en termes de bloc patriotique, la première de questions, c'est de savoir qui doivent composer ces blocs. Et quels sont les objectifs poursuivis dans le cadre de ces blocs. Lorsque nous nous posons la question de savoir qui doivent le composer, nous nous rendons compte qu'il y a le FCC, PPRD et tous les autres. Or, lorsque nous questionnons l'histoire, nous nous rendons compte que les FCC et le PPRD sont à la base de la crise électorale que nous reprochons aujourd'hui. Ce sont eux qui étaient à la base du hold-up électoral qui nous a amenés à la situation que nous décrivons aujourd'hui. Par conséquent, nous qui continuons jusqu'à ces jours de nous battre pour la vérité des urnes et l'instauration de la démocratie, nous estimons que nous ne pouvons pas marcher ensemble avec cela. Mais partant de l'objectif, nous disons que aujourd'hui, puisque l'objectif c'est d'avoir de bonnes élections, mais nous nous rendons compte que lorsque nous avions proposé des textes pour de réforme de la CENI, le FCC et les autres ont participé au vote de ces textes. Alors c'est pas là notre sujet. Bref, je dirais que nous ne sommes pas membres de ces blocs patriotiques parce que pour nous c'est un bloc qui est composé de personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors. Je cite, les FCC a de membres au niveau du gouvernement actuel de M. Tshilombo. L'ensemble pour la République a de membres au niveau de ces gouvernements-là, mais ils viennent dans le cadre de ces blocs-là pour chercher à combattre encore le même groupe. Nous pensons que c'est vraiment du... Alors nous allons aborder la thématique qui nous intéresse, qui concerne justement l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. On va d'abord prendre cet élément et nous allons revenir juste après. L'immigration et les cas qui pourraient terminer. Il parce qu'il suffit, et c'est ça ma proposition, il suffit de consacrer $1 milliard à l'armée nationale. En plus, il y a un bon bazar dans mon budget, dans le cadre de salaire, il y a soldats autour de $100-150. De motiver les soldats au front, aligner 50 000 sur 200 000. Surtout on a 200 000 hommes de hommes, soldats. Le Rwanda a 32 000. Petit pays, 32 000. Nous sommes à l'Ubachabaron, tout la frontière. Nous sommes déjà capables sur 200 000 pour aligner 50 000. Petit prix, mais madame, $200-300. Dans le contexte de performance actuelle, la fiscalité, pour qui peut consacrer $1 milliard dans l'armée nationale. Les 1 tiers tout équipé Bango, 1 tiers tout frais de fonctionnement, y compris et pour la et l'armée et la sécurité intérieure. Et les 300 milliards, on a que ça salaire, 300-400, la prime pour la barre au bazar la front. Au moins, on a quelques soldats rwandais qui ne pas la barre au parce que Kagame n'est pas capable de donner $200 à un militaire au front. Mingi Balobara, Tuzana, Tuzali, Nambarbo, c'est faux. Nambarbo est déjà dit.
depuis 2008. Donc, le Congo est capable de défendre sa partie. Alors, dans cet élément que nous venons de suivre, l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzitu, préconise la construction justement d'un mur entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'alignement des troupes le long de la frontière avec le pays de Paul Kagame, pour justement résolver cette question de l'instabilité dans la partie est de notre pays. Pour quel objectif exactement ? D'abord, je dois confirmer ici que l'idée de construire un mur de séparation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette idée n'est pas une première dans le monde, parce que dans tous les continents, Amérique, Asie, Afrique, partout, ça existait dans l'ancien temps et actuellement ça existe. Je peux vous prendre en 2015, nous avons le Kenya par exemple qui avait lancé la construction d'un mur sur sa frontière avec la Somalie. En 2016, il y a également le Maroc qui a construit avec l'Algérie. Donc je pris juste ces quelques cas pour vous montrer que ce n'est pas une première. Mais maintenant, pour nous... Est-ce une solution efficace aujourd'hui? Effectivement, c'est une solution efficace pour nous, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, avec 217 kilomètres qui nous séparent du Rwanda, il est possible, en mettant de côté 80 kilomètres constitués de cours d'eau et 70 kilomètres constitués des montagnes, la partie poreuse qui est constituée de 60 kilomètres, il est possible, avec 200 millions de dollars, que nous puissions construire un mur de séparation. Pourquoi? Parce que justement, nous devons éviter l'immigration clandestine, nous devons éviter l'élite, en fait, la vente de drogue et autres, tout ce qui peut mettre mal à l'aise la sécurité de nos populations, mais surtout mettre en mal la souveraineté de notre pays dans cette partie de la République, que nous puissions le contrôler. L'avantage avec ces murs, c'est qu'il y aura un corridor qui sera réservé, et ce corridor permettra au service de l'immigration de s'assurer de la qualité et de l'opportunité de chaque entrée et sortie. C'est ça justement une solution qui pourrait justement nous amener à préserver notamment les vies humaines. Parce que vous savez, en droit international public, lorsque la diplomatie se bat pour que nous puissions mettre en exergue les côtés négociations avant d'appliquer la guerre et autres, c'est parce que dans son ensemble, nous pouvons résumer la mission de droit international humanitaire et droit de l'homme, c'est la préservation de la vie humaine. Or, ici, cette solution, cette proposition de la construction de murs, pour nous, nous pensons que c'est une solution qui permettrait à ce que nous puissions nous éviter, notamment les tueries, nous puissions éviter les pertes, parce que vous savez, par an, la République démocratique du Congo perd 1,5 milliard de ses ressources naturelles, notamment de l'or et le minerai, tout ce qu'il y a dans la partie Est. Le Rwanda vient piller chaque fois. Mais si nous construisons ces murs avec 200 millions de dollars, comme je l'ai dit, nous allons premièrement épargner nos compatriotes qui meurent au jour le jour. Deuxièmement, nous allons épargner 1,5 milliard qui se volatilisent chaque année. Mais surtout, nous allons garantir la sécurité du sol congolais, parce que nous ne pouvons pas accepter la balkanisation de cette partie de la République. La construction d'un mur, c'est bien, mais la faisabilité, c'est ce qui importe. Il faudrait que, nous savons tous que la démarche, c'est qu'il faudrait que le Parlement se saisisse du dossier. Comment pensez-vous faire aboutir ce projet? Nous avions, à ce stade, nous avions lancé l'idée en tant que parti politique. Nous avons besoin de la contribution de tous, justement, pour résolver cette question de l'insécurité. Totalement, je suis d'accord avec vous. Ici, pour nous, c'est que nous regardons la situation actuelle dans la partie Est. Nous voyons comment nos forces armées se battent, se donnent corps et âme pour défendre la patrie dans cette partie. Nous, je dirais ici que le Nouvel Élan, nous avions récemment, le 2 juin passé, lancé un site devant l'ambassade du Rwanda pour accompagner, montrer notre soutien au FARDC. Et ici, cette proposition s'aligne toujours dans cette optique de soutenir nos FARDC, mais surtout de garantir la sécurité, la quiétude de nos compatriotes et de notre territoire. Parlons de la procédure. Nous disons que c'est une idée qui est lancée. Actuellement, puisque nous ne faisons pas partie de ces parlements. Pour vous rafraîchir justement la mémoire, on a vu que c'était également l'initiative de l'ancien président américain, Donald Trump, mais qui a été bloqué par le Sénat américain.
il lui a été très difficile de concrétiser justement ce projet. Est-ce que vous pensez que ça sera facile pour vous? Ça sera facile parce que nous savons qu'en 2006, l'actuel gouvernement est incapable de faire passer cela au niveau du Parlement, puisque nous considérons qu'ils ont une majorité plus ou moins la dans cette construction d'un Assemblée. mur Nous, en au niveau, 2023, nous allons le faire. du Nord Kivu avec le Rwanda ou Sud Kivu avec le Rwanda? D'abord, nous parlons du Nord Kivu Est-ce que avec vous le avez Rwanda. fait des études sur le plan géographique, des études pertinentes sur le plan géographique pour arriver à la concrétisation de ce projet? D'abord, sur le plan géographique, la partie est de notre pays est composée de 5 pays frontaliers. Nous avons l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, Zambie et le Burundi. Mais ici, le cas le plus patent, le plus inquiétant, c'est le cas du Rwanda, parce que le total de ces 5 pays nous donne plus ou moins 3000 kilomètres à garantir ou à préserver la quiétude. Mais ici, nous prenons spécifiquement d'abord le cas du Rwanda, parce que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de prendre tous les cas, parce que, je l'ai dit, 5 pays dans la partie est, mais nous avons 4 autres dans la partie nord, sud et ouest de notre République. Quelle sera l'étendue de ce mur en termes de distance? Déjà, en termes de distance, nous parlons de 60 km. Et en hauteur, nous disons ça pourra nous prendre 3 km. Et en plus de ça, nous ajoutons les fils barbelés au-dessus et qui sera bien soutenu ou bien surveillé par des caméras de surveillance. Mais également, nos forces armées seront là pour préserver justement les cas de forcing qui pourront être remarqués. Un mur qui coûterait 200 millions de dollars parce que nous estimons qu'un kilomètre pourrait nous coûter plus ou moins 3 millions de dollars. Pour les construire, il faut combien d'années? En termes d'années, nous disons qu'en moins d'une année, nous pouvons finir cette construction. Donc, il est possible, lorsque nous disponibilisons les budgets, le Parlement vote ces budgets, nous mettons l'enveloppe à la disposition des techniciens. Ils vont devoir travailler. En moins d'une année, ils pourront nous livrer l'œuvre qui servira justement à garantir la quiétude de nos compatriotes dans la partie est. Pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de mieux retenir, quel est le but final recherché? Le but, c'est de protéger l'intégrité territoriale de notre pays dans cette partie est qui est très fragile parce que le Rwanda cherche à tout prix à occuper les sols congolais, mais également à préserver nos richesses au niveau de cette même partie, préserver les vies humaines parce que nous avions dit que ce qui est plus cher pour un être humain, c'est sa vie humaine. Or, si il nous faut mettre les moyens, en tout cas notre souveraineté à profit de manière à construire ces murs qui pourra permettre que nous puissions rentabiliser sur le plan économique, même sur le plan de la défense, je crois qu'il est en tout cas d'une nécessité impérieuse que nous puissions mettre à l'œuvre ces projets. Alors, Monsieur le Secrétaire Général, l'ancien Premier ministre honoraire parle également de l'alignement de plus de 50 000 hommes, c'est-à-dire des troupes le long des frontières avec le Rwanda, au-delà de la construction du mur. Voilà, donc ça c'est une deuxième proposition, c'est que nous avions dit qu'il est possible que nous puissions avoir une armée capable à faire la guerre à tout État qui s'hasarderait à menacer notre quiétude. Voilà pourquoi il a estimé qu'avec le 200 000 hommes que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, il est possible que nous puissions aligner 50 000 hommes dans cette partie de la République. Et avec ces 50 000 hommes, il dit, avec l'état actuel de notre fiscalité, l'embellie actuelle de notre fiscalité, il est possible que nous puissions disponibiliser 1 milliard de dollars. Dans le 1 milliard de dollars, il a démontré que nous pouvons, en plus du salaire que le militaire gagne aujourd'hui, nous pouvons mettre à profit 500 dollars pour un militaire multiplié par 50 000, ça nous fera 25 millions de dollars. Et le 25 millions de dollars, si nous multiplions par 12 mois, ça peut nous faire 300 millions. Donc, avec le 300 millions de dollars en termes de salaire, ça peut aider nos militaires. Et les 700 millions restantes, ça peut permettre aux frais de fonctionnement, mais également l'équipement de ces troupes pour sécuriser cette partie de manière définitive. Donc, ça, c'est une proposition qui est bien étudiée, une proposition concrète qui pourra faire à ce que nous puissions mettre un terme à cette question des tueries. Parce que, je veux dire ici que la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays nécessite une solution de défense. Parce qu'on a
observé la diplomatie pendant plus de 20 ans, ça n'a rien donné. Énormément d'efforts. Tout à fait. Et notre démarche très ici, efficace. Notre démarche ici, c'est justement pour appuyer cette armée qui est très efficace, mais il nous semble qu'ils ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas bien accompagnés avec un salaire conséquent, avec de primes censées les motiver pour aller davantage à l'assaut de tous ceux qui pourront nous déstabiliser dans la partie Est. C'est justement le bien fondé de cette proposition. Mais quelle attitude, selon vous, devrait avoir l'opinion, la population vis-à-vis du Rwanda aujourd'hui? Très, très, très vigilante, très, très déterminée, parce que nous apprenons qu'il y a des stratagèmes, il y a des mécanismes qui sont mis en place par l'adversaire pour nous infiltrer, non pas seulement dans la partie Est, mais ici à Kinshasa. On a appris l'achat de sol au Congo-Brazzaville, on apprend qu'ils sont en train de passer par le Kwilu et ailleurs pour nous infiltrer ici. Nous devons rester très vigilants partout où nous sommes pour ne pas donner l'accès, pour ne pas donner la possibilité à nos agresseurs, à ceux qui veulent déchirer la République démocratique du Congo, de nous assommer, de nous achever tel qu'ils le pensent. Mais ici, je dois dire que cette guerre, peu importe le temps, peu importe les conditions, le Rwanda ne pourra jamais, alors jamais, vaincre la République démocratique du Congo de Lumumba. Ça, c'est très bien dit, et voilà qui met fin à cette émission. Maître Blanchard Bungomba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous pensons que les autorités, tant provinciales que nationales, qui nous ont suivis, prendront justement des dispositions pour pouvoir prendre en compte ce que propose l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Le rendez-vous est pris au prochain numéro.